Personne ne vous enseigne la vérité sur l'argent. J'ai étudié à la faculté d'économie pendant 6 ans et je ne comprenais toujours pas. Il y a 9 ans, j'ai commencé à lire tous les ouvrages sérieux sur la finance et l'argent que je pouvais trouver et à en faire des résumés sur YouTube. Ce que j'ai découvert contredisait presque tout ce qu'on m'avait enseigné. Alors, un jour, je suis retournée voir le professeur en qui j'avais le plus confiance et je lui ai demandé si ce que je découvrais était vrai. Il m'a regardé et m'a répondu « Oui, tout ça ». Il savait, mais le manuel disait le contraire. C'est là que j'ai compris. Cette confusion n'était pas un hasard. Cette vidéo est une carte complète de l'argent. Tout ce que ces 15 années m'ont appris, condensé en un seul endroit. Commençons depuis le début. En 1903, un médecin américain du nom de William Furness se rend sur une minuscule île appelée Yap, un petit bout de terre au milieu de l'océan Pacifique dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et ce qu'il y voit le laisse perplexe. Les habitants de Yap utilisent d'énormes disques de pierre comme monnaie. Certains pèsent 4 tonnes de calcaire massif, soit le poids d'un éléphant. On ne peut pas les porter, on ne peut pas les déplacer. Ils restent simplement là, dans le village, au bord de la route, devant la maison de quelqu'un. Et voici le plus étonnant. Ils ne bougent jamais. Jamais. Quand quelqu'un achète quelque chose, la propriété change de main, mais la pierre reste exactement là où elle est. Tout le monde dans le village s'accorde simplement à dire que cette pierre appartient désormais à cette famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des années, une famille transportait une pierre particulièrement grosse en pirogue. Une tempête s'est levée et la pierre a coulé au fond de l'océan. Personne ne peut la récupérer. Personne ne peut même la voir. Elle a continué à circuler comme monnaie. Toute l'île s'accordait à dire que cette pierre existait et qu'elle appartenait à cette famille, qui pouvait donc la dépenser. La pierre n'a jamais été le sujet. C'était l'accord qui comptait. 2 des plus grands économistes de l'histoire, Keynes et Milton Friedman, étaient en désaccord sur presque tout. Ces 2 hommes se sont disputés sur l'économie toute leur vie. Tous 2, indépendamment l'un de l'autre, ont lu des articles sur l'île de Yap. Et tous 2 ont dit exactement la même chose. Ces gens comprennent l'argent mieux que nous. Si l'argent n'est qu'une convention, d'où vient-elle? Comment est-elle apparue? Vous avez sans doute déjà entendu l'histoire du troc. Au début, les humains pratiquaient le troc. Tu me donnes ton poisson, je te donne mon pain. Puis les choses se sont compliquées. Alors, nous avons inventé l'argent. Cette histoire est fausse. En 1776, l'économiste Adam Smith l'a consigné dans son livre. Il ne décrivait pas l'histoire, il développait un raisonnement logique. Mais pendant 250 ans, les économistes l'ont considéré comme un fait. Les enseignants l'ont enseigné, les manuels scolaires l'ont reproduite. Personne n'a vérifié si elle était réellement vraie. Lorsque les anthropologues ont enfin vérifié, ils n'ont rien trouvé. Caroline Humphrey, anthropologue à Cambridge, a consacré sa carrière à la recherche de preuves. Sa conclusion était simple. Aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit. Dans aucune culture à aucune époque sur cette planète. Toutes les preuves suggèrent qu'une telle chose n'a jamais existé. Et voici la partie qui bouleverse tout. Le troc n'est pas apparu avant l'argent, il est apparu après. Les gens ne recouraient au troc que lorsque leur système monétaire s'effondrait et qu'ils n'avaient plus rien d'autre. La Russie dans les années 1990, l'Argentine en 2002. Lorsque la monnaie disparaissait, les gens revenaient à l'échange direct de biens. Ce n'était pas le début de l'argent, c'était le plan de secours d'urgence lorsque l'argent n'était plus là. Ce qui est réellement venu en premier était bien plus simple. Vous aidiez votre voisin à construire son toit. Il vous aidait ensuite pour vos récoltes. Pas de transactions, pas de marchandage, juste des gens qui se souvenaient de ce qu'ils se devaient les uns aux autres. Les plus anciens écrits jamais découverts ne sont pas des histoires d'amour, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des lois. Il s'agit d'un registre de dettes datant de plus de 5000 ans, trouvé en Mésopotamie, ce qui est aujourd'hui l'Irak.
Quelqu'un a emprunté des outils et a promis de les rendre après la récolte. Des marchands notaient ce que les gens leur devaient. Tout cela était gravé sur des tablettes d'argile que l'on peut encore voir aujourd'hui dans les musées. Pas de pièces de monnaie, juste des promesses gravées dans l'argile. Les premières pièces de monnaie sont apparues 2700 ans plus tard, en Lydie, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Réfléchissez-y. Pendant plus de 2000 ans, les hommes ont construit des villes et rémunéré des travailleurs, fait fonctionner des civilisations entières, en ne s'appuyant que sur des promesses consignées par écrit. La monnaie est venue après. La promesse est venue en premier. Résumons tout cela. L'île de Yap, l'ancienne Mésopotamie, 2 lieux totalement différents, 2 époques totalement différentes, une même découverte. La valeur n'a jamais résidé dans l'objet. Elle a toujours résidé dans le consensus autour de cet objet. L'argent était censé fonctionner comme un outil de mesure, comme une règle. Une règle ne fonctionne que parce que tout le monde s'accorde sur la mesure. Pensez à 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes, que vous soyez à Tokyo, New York ou au Caire. Toujours. Personne ne peut changer cela. Personne ne se réveille un matin en disant « Bon, aujourd'hui, 1 minute, c'est 55 secondes. » C'est précisément cette stabilité qui la rend utile. On peut s'organiser en fonction, on peut s'y fier complètement. L'argent était censé fonctionner exactement de la même manière. Une mesure de valeur stable et fiable. Mais voici la différence. 1 minute existe dans la nature. Personne ne la contrôle. L'argent est un accord humain, et les accords humains peuvent être modifiés, en silence, sans vous le dire. C'est exactement pour cela que pendant des milliers d'années, les gens ont lié l'argent à quelque chose de physique. L'or, l'argent, le métal. Quelque chose que personne ne pouvait contrefaire. Quelque chose qui se comportait davantage comme 1 minute, fixe et impossible à imprimer. Ce point d'ancrage physique garantissait l'honnêteté de tous. Puis, quelqu'un est arrivé et a dit « Oubliez l'or, utilisez simplement du papier. » Et le monde entier a dit oui. Vous faites désormais confiance à un outil de mesure détenu par la même personne qui a tout intérêt à le raccourcir. Et voici ce à quoi je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Comment les gens ont-ils pu être aussi naïfs? Comment se fait-il que personne n'ait simplement dit non au papier-monnaie? Mais ensuite, j'ai vraiment examiné comment cela s'est passé. Et j'ai compris que j'aurais moi aussi dit oui. Et vous aussi. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire de convaincre les gens de faire confiance à quelque chose que l'on peut imprimer. Il suffit d'abord de résoudre leurs problèmes. Chine, il y a environ 1000 ans. Sous la dynastie Song, dans une région appelée Sichuan, on était confronté à un problème étrange d'argent. Leur monnaie était en fer, lourd, de faible valeur, et il en fallait beaucoup juste pour acheter quoi que ce soit d'important. Transporter suffisamment de fer pour faire un échange important signifiait transporter des kilos de métal à travers le vaste empire. C'était lent, dangereux et épuisant. Les marchands ordinaires ont donc trouvé une solution plus intelligente. Laisser son fer chez un commerçant local de confiance, obtenir un reçu, échanger le reçu à la place du métal, plus léger, plus rapide, personne ne se fait voler sur la route. Personne n'a inventé cela d'en haut. Juste des gens ordinaires qui ont résolu un problème ennuyeux de la manière la plus évidente qui soit. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. Le commerce est devenu plus facile. La vie des gens s'est améliorée. Puis, le gouvernement s'en est aperçu. Il est intervenu et a officialisé le système, en créant un papier-monnaie émis par l'État appelé Jiozi, qui ressemblait à peu près à ça. Et ce n'était pas une mauvaise idée non plus. Au lieu d'avoir des centaines de tickets de caisse différents, on n'en avait qu'un seul. Le problème est survenu plus tard. La guerre coûte cher, et imprimer du papier coûte moins cher que d'extraire de l'argent. Alors, ils en ont imprimé un peu plus, puis encore un peu plus, et encore un peu plus. La valeur de la monnaie s'effritait, et dès que les gens s'en sont rendus compte, ils ont complètement cessé de faire confiance à cette unité de mesure. Ils sont revenus aux lourdes pièces de fer dont ils avaient passé des générations à essayer de se débarrasser. Les Chinois ont été les premiers à inventer le papier-monnaie,
et les premiers à être détruits par celui-ci. Londres, XVIIe siècle. Même scénario, un autre lieu. Imaginez que vous viviez à cette époque. Vous possédez de l'or, mais les rues sont dangereuses. Il y a des voleurs partout, des guerres, des incendies. Le garder chez vous, c'est risquer de tout perdre. Vous le confiez donc à l'orfèvre du coin. Il a déjà construit des coffres-forts pour son commerce de bijoux. Moyennant une modique somme, il accepte de garder votre or et vous remet un reçu, un bout de papier indiquant exactement la quantité d'or qu'il met en sécurité pour vous. Et voici le truc. Presque tout le monde en ville faisait appel au même orfèvre. Ainsi, lorsque vous achetiez quelque chose à votre voisin, lui aussi avait de l'or entreposé là-bas. Au lieu de traverser la ville pour récupérer votre or, de revenir sur vos pas pour le lui remettre et qu'il traverse à son tour la ville pour le déposer à nouveau, vous lui remettiez simplement le reçu. Il pouvait entrer à tout moment et récupérer l'or lui-même. Même résultat, 10 fois plus simple. Pourquoi quelqu'un ferait-il autrement? Une nuit, l'orfèvre est allongé dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Une idée lui vient à l'esprit. Tout cet or est là, à ne rien faire. Chaque jour, peut-être 10% des gens viennent-ils réellement le récupérer. Les autres se contentent d'échanger les reçus en papier. Et si j'en prêtais une partie? En facturant des intérêts, personne ne le saurait jamais. Il commence donc à le prêter. Un commerçant a besoin d'argent pour lancer son entreprise. L'orfèvre lui remet un reçu et lui fait payer des intérêts lorsqu'il rembourse. Mais il prête l'or de qui? Le vôtre. Et vous ne touchez rien de ces intérêts perçus. Vous ne savez même pas que votre or est là-bas, en train de rapporter de l'argent à quelqu'un d'autre. Vous pensez qu'il repose en sécurité dans un coffre-fort. L'orfèvre encaisse les intérêts. Vous assumez le risque. Il empoche la récompense. C'est comme si vous gariez votre voiture dans un garage pour la mettre en sécurité et que le propriétaire la louait en secret, gagnant de l'argent grâce à votre voiture chaque jour alors que vous pensez qu'elle est simplement là, en sécurité. Maintenant, le prêt en soi était en fait utile. L'or qui ne sert à rien ne construit rien. Mis à contribution, il crée des emplois, construit des choses qui n'existeraient pas autrement. Cette partie-là était une véritable découverte. Mais ensuite, l'orfèvre devient cupide et imprime davantage de reçus en papier. Disons qu'il a 100 pièces d'or, mais il imprime 150 reçus. Les 50 supplémentaires ne sont adossés à rien. Il les a tout simplement inventés. Un vrai reçu et un faux se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Il n'y avait aucune différence, donc personne ne pouvait s'en apercevoir. Très vite, les prix ont commencé à grimper. Personne ne savait pourquoi. Quand tout a finalement été révélé au grand jour, on aurait pu s'attendre à un tollé général, à des réformes. Au lieu de cela, ils ont officialisé le système. Le roi Guillaume III avait désespérément besoin d'argent pour financer ses guerres. Personne ne voulait lui prêter. Il a donc observé ce que faisaient les orfèvres et s'est dit « Je veux ce même pouvoir ». En 1694, ils fondèrent la Banque d'Angleterre. Un groupe de marchands prêta 1,2 million de livres à la couronne. En échange, le roi leur accorda une licence officielle pour émettre du papier-monnaie, garantie non pas par de l'or dans un coffre-fort, mais par la promesse du roi de rembourser. L'orfèvre créait de l'argent à partir de rien et l'appelait un reçu. La Banque d'Angleterre créait de l'argent à partir de rien et l'appelait un billet de banque. Un nom différent, la même astuce. La fraude n'a pas été stoppée. Elle s'est vue couronnée d'une couronne. Le pouvoir était désormais entre les mains de ceux qui tiraient profit de sa dépréciation. Et les autres pays ne se sont pas contentés d'observer, ils l'ont imité. Presque tous sans exception. C'est pourquoi on appelle la Banque d'Angleterre la mère de toutes les banques centrales. Toutes les banques centrales. Toutes les banques dans lesquelles vous êtes déjà entrés. Toutes fonctionnent selon le même système que cet orfèvre a inventé alors qu'il était allongé dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Mais le monde n'était pas prêt à renoncer à une monnaie honnête. 1944. La guerre touchait à sa fin. Et avant même que la fumée ne se soit dissipée, l'ensemble du monde occidental s'est réuni et s'est mis d'accord sur une règle. Attachons toutes les devises au dollar et le dollar à l'or. C'était décidé, 35 $ l'once. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. L'Europe s'est reconstruite à partir des ruines. Les gens vivaient mieux que jamais.
Mais sous la surface, un problème silencieux prenait de l'ampleur. Les États-Unis dépensaient sans compter, pour les guerres, pour les programmes nationaux. Et discrètement, ils ont commencé à imprimer de la monnaie pour combler le déficit. Les dollars s'accumulaient. L'or, lui, ne suivait pas. Et d'autres pays ont commencé à se poser une question très simple. Si nous nous présentions tous en même temps, l'or serait-il vraiment là? La réponse était non. Les pays ont commencé peu à peu à se manifester. La France a été la première à réclamer son or. Le coffre-fort se vidait rapidement. Le président américain Nixon n'a pas attendu qu'il soit vide. Un dimanche soir d'août 1971, il est intervenu à la télévision pour annoncer que le dollar ne serait plus convertible en or. Le dernier ancrage avait disparu. Du jour au lendemain, toutes les devises du monde ne sont devenues que du papier. Elles n'étaient plus adossées qu'à la confiance. Imaginez ce que cela signifiait pour tous ceux qui, chez eux, regardaient cette émission. Si vous aviez 100 $ en poche ce soir-là, aujourd'hui, ces mêmes 100 $ ne vous permettaient d'acheter que pour 8 $ de marchandises. Réfléchissez-y un instant. 92% de la valeur avait disparu, alors que le chiffre inscrit sur le billet était resté exactement le même. C'était en 1971, il y a un demi-siècle. On pourrait penser qu'en 50 ans, quelqu'un aurait réglé ce problème, construit quelque chose de mieux. Personne ne l'a fait. En fait, la situation est devenue encore plus étrange. Vous vous souvenez de cet orfèvre qui imprimait des reçus alors qu'il n'avait pas d'or? Les banques privées font toujours exactement la même chose, mais désormais sur un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, 97% de toute la monnaie est numérique, et c'est elle qui la crée. Pas la banque centrale, pas le gouvernement. La plupart des gens pensent que les banques ne sont que des intermédiaires. Elles acceptent des dépôts, gardent 10% en réserve et prêtent le reste. Et c'est ainsi qu'elles gagnent de l'argent. C'est aussi ce que j'ai appris dans mes cours d'économie. Ce n'est pas ce qui se passe, loin de là. Imaginez que vous entriez dans votre banque locale. Vous avez besoin de 10 000 $. Vous signez un contrat de prêt. À ce moment précis, deux choses se produisent. La banque enregistre votre promesse de remboursement comme un actif dans ses livres et elle crédite 10 000 $ sur votre compte. À ce moment précis, l'argent est créé. C'est votre signature qui a créé cet argent. Vous pouvez désormais le dépenser, en faire ce que vous voulez, à condition de rembourser les 10 000 $ plus les intérêts. Ils n'ont pas utilisé leurs économies ni les dépôts de quelqu'un d'autre pour vous accorder ce prêt. Ils ont simplement tapé des chiffres sur un écran. Mais ils perçoivent tout de même des intérêts réels sur cette somme. Mais attendez, cela devient encore plus étrange. Vous avez emprunté 10 000 $, mais avec les intérêts, disons que vous devez rembourser 11 000 $. Ces 1 000 $ supplémentaires, d'où viennent-ils? Ils n'ont jamais été créés. Ils n'existent pas dans le système. La seule façon de les obtenir, c'est que quelqu'un d'autre les emprunte d'abord. Mais cette personne doit elle aussi rembourser plus que ce qu'elle a emprunté. Il faut donc qu'une autre personne emprunte, puis une autre, et encore une autre. La seule façon pour quiconque de rembourser sa dette, c'est que quelqu'un d'autre contracte constamment de nouvelles dettes. Pour toujours. Le système ne se contente pas de préférer cela, il l'exige. Ainsi, de plus en plus d'argent continue d'être créé. Mais la quantité de biens et de services dans le monde n'augmente pas au même rythme. Donc, chaque dollar que vous possédez vous permet d'acheter un peu moins qu'hier. Et voici la partie que j'ai mis longtemps à accepter. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un en a décidé ainsi. Toutes les grandes banques centrales du monde visent une inflation de 2% par an. Elles appellent cela la stabilité des prix.
2%, cela semble anodin. Mais si l'on calcule l'effet cumulatif sur toute une vie, cela réduit la valeur de votre épargne de moitié environ tous les 35 ans. La règle est raccourcie. Exprès, chaque année. Voici maintenant la question. Si quelqu'un a décidé cela, pour qui l'a-t-il décidé? Les emprunteurs. L'inflation est bonne pour les emprunteurs. Vous empruntez avec une monnaie forte. Vous remboursez avec une monnaie plus faible. Ainsi, la dette diminue discrètement. Réfléchissez maintenant à qui est le plus grand emprunteur de la planète. Les gouvernements. Tous sans exception. Une dette si colossale qu'elle ne pourrait jamais être remboursée de manière réaliste. Mais en la faisant disparaître discrètement par l'inflation au fil des décennies, elle devient soudainement gérable. L'épargnant paie. L'emprunteur en profite. Ce n'est pas une faille du système, c'est le système.